Bonsoir et bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines. Toute la rédaction TV78 se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Tout de suite, le programme de ce 2 janvier. Chaque année amène son lot de changements, revalorisation du salaire minimum, prime pour le covoiturage, fin de la remise carburant. Il y a des bonnes mais aussi quelques mauvaises nouvelles, le point à suivre dans cette émission. L'année 2023 sera aussi sportive, cela fait partie sans doute de vos bonnes résolutions. Quels sont les grands événements prévus sur le territoire en matière de sport? Quels sont les athlètes à suivre absolument? Élément de réponse. Et puis notre invité vient nous parler d'espace, l'astrophysicienne et astronome Sarah Antier-Farfat réunit une trentaine de scientifiques du monde entier à partir de demain pour un colloque dans les Yvelines, tous membres de Grandma, ce réseau de télescopes qu'elle a fondé en 2018 et présent dans 18 pays. 4 jours de rencontres au centre de Port-Royal de Saint-Lambert-des-Bois où il sera notamment question du phénomène d'ondes gravitationnelles. Et justement, Sarah Antier-Farfat qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Donc je le disais, astrophysicienne, vous êtes basée à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, enseignant-chercheur également et membre du Conseil national des astronomes et physiciens. Vous êtes yvelinoise, originaire de Voisins-le-Bretonneau. Vous avez reçu en 2018, puisque vous aviez été à l'époque lauréate du prix L'Oréal UNESCO qui récompense les femmes en sciences. Et donc vous travaillez sur l'astronomie qui est dite multimessager. Autrement dit, vous vous intéressez aux phénomènes très violents de l'univers, c'est ça? Oui, c'est ça, des phénomènes violents. Donc auparavant, avant 2015, on les étudiait uniquement avec la lumière. Et puis depuis 2015, on peut aussi capter le signal d'ondes gravitationnelles, d'où multimessager, la lumière et les ondes gravitationnelles. Et qu'est-ce que sont les ondes gravitationnelles, pour vulgariser? Ce sont globalement, quand il y a un phénomène extrêmement violent, cela déforme l'espace-temps. Et des ondes nous parviennent jusqu'à la Terre et on peut les détecter depuis 2015. Et donc, pour imager phénomènes très violents, on parle de collisions de trous noirs, par exemple? C'est ça, des collisions de trous noirs, des collisions de restes d'étoiles comme des étoiles à neutrons, ou bien l'effondrement d'une étoile en fin de vie. Et on parlera tout à l'heure de ce colloque que vous organisez à partir de demain dans les Yvelines. Les informations du jour aussi à suivre dans un instant. Ce sera avec vous, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi parle-t-on en ce deuxième jour de l'année 2023? Eh bien, ce soir, Grégory, nous reviendrons sur l'appel à la grève des médecins cette semaine. Notre chiffre du jour sera consacré, lui, à la démographie yvelinoise avec un chiffre intéressant, vous le verrez. Et notre image du jour, elle, est sportive. Les joueurs du FC Versailles se sont envolés pour un stage de préparation au Maroc. Alors vous faites la transition parce qu'on parlera justement de sport comme tous les lundis dans le 7-8. Alors pas de résultats sportifs avec vous, Mickaël. Bonsoir. Mickaël Elmidoro de la rédaction de TV78, journaliste sport. Et on va se projeter avec vous sur l'année 2023. Est-ce qu'il y a un événement, un ou une sportive à suivre, à ne pas manquer en 2023? Pour les passionnés de cyclisme, il y aura le Tour de France qui passera par les Yvelines, par le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera le 23 juillet prochain. Et au niveau des sportifs, il y en a beaucoup qu'il faudra suivre l'année prochaine. Il y aura par exemple Louis Burton qui sera sur la Transat Jacques Vabre ou Caroline Garcia qui pourrait peut-être remporter son premier titre du Grand Chelem. Ce sera lors de l'Open d'Australie qui commence dans quelques jours en Australie. Et pour connaître ces événements, ces sportifs, bien sûr, restez avec nous dans le 7-8. Ce sera tout à l'heure. On parlera également d'économie, comment recruter en 2023. On se posera la question. Et puis, toute cette semaine, on jettera quelques coups d'œil dans le rétroviseur de 2022 pour se remémorer les grandes actualités passées avec un premier numéro ce soir. Mais qui dit nouvelle année dit aussi bonne résolution. On va faire un petit tour de table. Quelles sont vos bonnes résolutions de l'année, Sarah Antier-Farfat? On va dire réussir dans le bonheur, les deux à la fois. Réussir dans le bonheur. Mickaël, plus de sport peut-être? Voilà, c'est paradoxal, mais je vais peut-être faire plus de sport cette année. En tout cas, c'est ma résolution, faire plus de sport. Pratiquer en tout cas, parce que je regarde beaucoup à la télévision et également sur les terrains le dimanche. Mais par contre, j'en fais pas tant que ça. J'aimerais bien en faire un peu plus. Gabrielle? Je vais dire pareil, faire plus de sport, se coucher plus tôt, les classiques qu'on fait pas forcément, mais bon, on va essayer. Moi, j'irai rééquilibrer mon alimentation après les repas copieux des fêtes. Alors, quelles sont justement les bonnes résolutions de nos Yvelinois pour 2023? Julien Leroy et Ludivine Canard sont allés à leur rencontre. Regardez. Réussir mes études scolaires, ce serait bien. Et puis sortir un peu moins. J'y ai pas forcément encore réfléchi, mais je crois que j'ai tout ce qu'il faut dans la vie, donc pour l'instant je ne vais pas en prendre. Déjà je pense que je vais me mettre un peu plus au sport. Et sinon essayer de mieux manger, voir un peu plus mes amis, rentrer un peu plus chez moi en Bretagne aussi. Déjà acheter moins de plastique et moins de carton.
Mais ça, il faudrait peut-être que les fabricants y pensent avant nous. J'espère avoir pour moi, pour tout le monde, pour ma famille, pour tout mon entourage, une bonne santé, prospérité, plein de succès aussi. Je sais pas, bien me marrer, profiter, puis je sais pas, continuer d'arrêter de fumer. Bon, vous l'avez entendu, du sport, ça revient souvent dans les résolutions, aussi des résolutions plus écologiques, hein, c'est en phase avec le temps, mais le plus dur quand même, c'est de les tenir, ces bonnes résolutions. On verra si elles sont tenues tout au long de l'année. Avant de dérouler la suite du programme du 7-8, on va jeter un petit coup d'œil à la météo de demain. Et après la douceur du week-end du Nouvel An, retour à des températures plus normales demain matin dans le département. Le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies. Il fera 6 degrés à Rambouillet, Versailles et Houdan, 5 degrés à Mantes-la-Jolie. Conditions similaires l'après-midi avec un thermomètre qui grimpe légèrement. Comptez 10 degrés dans le nord et le centre du département. Il devrait faire 9 degrés dans le sud à Rambouillet. Ce mardi 3 janvier, nous fêterons les Genevièves. Ça semblait intéresser Mickaël Elmidoro, cette dernière information. Alors, on va parler d'informations. Vous connaissez des Genevièves ? Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. On va poursuivre avec les informations de ce lundi de janvier avec vous, Gabriel, et on débute avec le chiffre du jour. Oui, et ce chiffre, c'est 1 449 723. C'est le nombre d'Yvelinois selon les nouvelles données publiées par l'INSEE. Très précis. Alors, il ne s'agit pas du chiffre pour l'année 2023, mais de la population au 1er janvier 2020. Ce chiffre démontre que la démographie dans le département a légèrement ralenti. Entre 2018 et 2019, nous étions 6800 de plus, alors qu'entre 2019 et 2020, on compte seulement 1500 nouveaux Yvelinois. Alors, il faut savoir que Saint-Cyr-l'École, Laqueuille-les-Yvelines et Carrières-sous-Poissy constituent les villes avec la plus grande progression d'habitants. Une grève à présent qui est reconduite pour une deuxième semaine, c'est la grève des médecins libéraux. Oui, je vous en parlais en début de journal. Effectivement, la grève est reconduite jusqu'au 8 janvier. Le collectif Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris ce jeudi. Le collectif estime que le gouvernement n'a pas répondu à leurs attentes. Alors parmi les revendications, la revalorisation du montant des consultations de 25 à 50 euros qui permettrait d'embaucher du personnel pour les tâches administratives afin qu'ils puissent se consacrer uniquement aux tâches médicales. Et d'ailleurs, en cas d'urgence, si votre médecin est en grève, privilégiez plutôt le numéro 15 à appeler, plutôt que de vous rendre directement dans les services d'urgence à l'hôpital. Il y a également des nouveautés du côté des bus. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des autobus franciliens, Francilité Saint-Quentin en Yvelines du groupe Lacroix-Savac, le groupe Lacroix-Savac devient le nouvel opérateur pour exploiter le réseau de bus des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines. Il remplace le réseau Skibus qui exploitait les lignes depuis 1975. Alors, des modifications sont à prévoir sur les lignes 401 qui relie Versailles-Chantier à Morpas-Village et 44 qui relie Versailles-Chantier à Plaisir-Grignon. Leur nombre de trajets et leur amplitude horaire est renforcée en semaine, les week-ends, mais également en soirée. À Poissy, une nouvelle ligne de bus la nuit, le N155 qui relie désormais la gare de Paris-Saint-Lazare à Poissy de 23h30 à 5h et ce, 7 jours sur 7. Donc modification sur le réseau Skibus qui devient Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines, également des nouveautés sur le réseau de bus nocturnes du côté de Poissy. L'image du jour, Gabriel, elle concerne les joueurs du Football Club de Versailles. Oui, les joueurs du Football Club, j'ai du mal ce soir, en fait. C'est la reprise, voilà, c'est pour ça. Ils se sont envolés ce matin depuis l'aéroport d'Orly, direction le Maroc pour un stage de préparation physique. L'objectif, ressoudre l'équipe en vue des matchs dans les championnats nationaux. Alors pour la reprise, ils joueront contre l'US Avranches, ce sera le 13 janvier prochain. L'équipe est actuellement deuxième du championnat à 1 point de l'US Concarneau. Les rêves peut-être d'une montée dès cette saison dans le championnat de Ligue 2. Pour terminer, des chèvres, alors il n'y a aucun lien, mais qui attendent d'être adoptées. Oui, ça aurait pu être l'image du jour également. 50 chèvres qui sont provisoirement hébergées à la ferme du hameau de la Reine à Versailles. Elles ont été recueillies par l'association Règne Animal après un signalement pour maltraitance fin novembre et elles n'attendent plus qu'à être adoptées en tant qu'animaux de compagnie. Alors si vous souhaitez adopter ou proposer votre aide, un numéro s'affiche en bas de votre écran. Merci Gabriel, et si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'un fait d'actualité qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le partager, à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. On va faire un nouveau tour de table. Est-ce qu'il y a une actualité, un fait marquant qui vous a marqué justement, Sarah Antier-Farfard, en 2022 ?
Bien évidemment, la guerre en Ukraine, puisque ça a aussi impacté les observations astronomiques. Mais par exemple, l'observatoire de Kiev n'a pas été touché. Ils ont continué à observer sous les bombardements pour Grand-Mât, par exemple. Donc ça m'a aussi marqué la petite histoire personnelle, parce qu'ils sont vraiment héroïques, ces Ukrainiens aussi, ces scientifiques ukrainiens. Le conflit qui avait démarré en février, qui se poursuit toujours, Mickaël. Moi, je dirais, alors, je crois que c'était en septembre, le décès de la reine Elisabeth. Il y a eu une minute d'hommage, notamment à la British School à Croissy-sur-Seine, forcément, où il y avait énormément d'élèves britanniques. Et une école 100% britannique. Une école quasiment 100% britannique. Et voilà, il y a eu un moment d'émotion. Et oui, je pense que c'est l'une des images qui m'a marqué depuis septembre dans les Yvelines. Un dernier événement qui vous a marqué? Alors moi, c'est pas spécialement dans les Yvelines et c'est un peu plus récent, mais je dirais la Coupe du Monde de football. On en a beaucoup parlé ici, donc... Avec presque une victoire de l'équipe de France, malheureusement. Et une finale que beaucoup d'Yvelinois ont pu suivre au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Il y avait environ 6000 personnes, je crois, au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, et beaucoup d'Yvelinois, dont vous, je crois, Gabriel. Donc forcément, ça vous a... plusieurs de la rédaction il y a 30 Ça vous a motivé. Finale, en tout cas. Et donc toute cette semaine, TV78 revient justement sur ces faits marquants. On va prendre notre machine à remonter le temps pour voir ce qui s'est passé l'année dernière dans les Yvelines. Une première rétrospective ce soir de janvier à mars 2022, et c'est avec Céline Charles. Un début d'année encore marqué par l'épidémie du Covid-19. Face à la flambée des contaminations quotidiennes, le gouvernement annonce de nouvelles mesures. Le télétravail devient obligatoire 3 jours par semaine dans les entreprises et il est interdit de consommer debout dans les bars et les restaurants. En politique, le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognier, démissionne début janvier, une résultante du conflit qui l'oppose au président du conseil départemental et élu municipal Pierre Bédier. De nouvelles élections sont programmées, 6 candidats sont en lice pour le poste. Côté sport, un premier semestre en grande pompe pour le football yvelinois. En janvier, le FC Versailles accède au 8e de finale de la Coupe de France. C'est historique pour le club. Après une victoire contre Toulouse 1-0 et un succès au tir au but contre Bergerac, Versailles se hisse en demi-finale, mais l'ascension s'arrête ici. Le club est éliminé contre Nice 2-0. Sport toujours, la 6e semaine olympique et paralympique organisée par le comité d'organisation Paris 2024 et l'éducation nationale fait son retour dans le département. Cette année, les thèmes sont l'environnement et le climat. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 600 enfants découvrent les sites olympiques de l'agglomération. Enfin, Rima Ayadi conserve son titre de championne continentale de WBA des légers lors du 3e gala de boxe au Muro. C'est aussi le début de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a tenu sa toute première réunion publique à Poissy sur différents thèmes comme le pouvoir d'achat, l'immigration ou encore la guerre en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine au mois de février, c'est le retour de la guerre en Europe. Face au départ massif d'Ukrainiens, l'État et les collectivités se mobilisent pour les accueillir. Des rassemblements, concerts et mobilisations sont effectués un peu partout dans le département. En plein conflit ukrainien, Emmanuel Macron réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour un sommet européen au château de Versailles. Plusieurs décisions sont prises, notamment la sortie de la dépendance de la Russie concernant le gaz et le pétrole d'ici 2027, ou encore des investissements stratégiques autour de la défense. Côté culture, les Yvelines célèbrent Molière. À l'occasion des 400 ans de sa naissance, l'espace Richaud à Versailles accueille l'exposition Molière qui retrace la vie mais aussi l'héritage culturel du dramaturge. Saint-Germain-en-Laye présente aussi Molière en couleur à la médiathèque Marc Ferraud. Après l'UVS CuSat, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale travaille sur un nouveau nanosatellite. Inspiresat 7 sera mis en orbite en janvier 2023. Il réalisera des observations pendant au moins 2 ans de notre Terre et de son climat à 550 km d'altitude. Enfin, ils nous ont quittés au premier semestre 2022 l'architecte espagnol Ricardo Bofill, qui avait notamment participé à la construction de 600 logements à Saint-Quentin-en-Yvelines et à la conception des arcades du lac de Montigny-le-Bretonneux, et Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans. Le journaliste résidait à Louvciennes dans les Yvelines. Et toute cette semaine, nous reviendrons sur ces événements marquants. Demain, deuxième focus avec les événements marquants des mois d'avril à juin. Mais on va se projeter à présent sur l'année 2023. Gabriel, ne vivons pas trop dans le passé. Des choses ont changé au 1er janvier. C'est appliqué déjà. Oui, Grégory, tous les ans, vous avez l'habitude, le passage à la nouvelle année s'accompagne de nouvelles mesures. En voici quelques-unes qui risquent de vous concerner. Alors, on commence avec la revalorisation du SMIC. Le salaire minimum de croissance augmente de 1,81% dès le 1er janvier. Le montant du SMIC augmentera de 24 € net. Comptez un salaire mensuel à 1 709 € brut pour 35 heures. L'année dernière, l'augmentation du SMIC, elle concernait 2,5 millions de personnes. À noter que l'Île-de-France n'est pas
pas la région la plus concernée parce que le salaire moyen en Ile-de-France est quand même plus élevé que dans les autres régions de France. Donc ça c'est pour les actifs, mais aussi du côté des retraités, il y a également une hausse. Oui, tout à fait. Celle de la pension de retraite de base qui augmente cette fois de 0,8%. Alors, c'est 14 millions de Français qui sont concernés au 31 décembre 2021. Le nombre de retraités s'est élevé à 1 933 752 en Ile-de-France. On le sait aussi, l'enjeu climatique est très important, plus que jamais cette année. Le gouvernement veut encourager le covoiturage. Oui, cette réforme fera peut-être des Yvelines, en tout cas un territoire plus vert. C'est ce qu'espère le gouvernement en encourageant le covoiturage avec une prime de 100 € pour les primo-conducteurs dans le cadre du plan national covoiturage du quotidien. Alors cette prime, elle concerne les nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage comme Blablacar ou encore Caros. Justement, ça pourrait pousser davantage d'utilisateurs à se tourner vers le covoiturage. On vous en parlait il y a quelques semaines, c'est maintenant officiel. Depuis le 1er janvier, le prix du pass Navigo a augmenté. Oui, et il s'élève à 84,10 €. C'est le montant mensuel de ce pass Navigo à compter du 1er janvier. Une augmentation de 12%, donc en cause l'inflation. L'annonce, elle a été faite par Île-de-France Mobilité, présidée par Valérie Pécresse, qui est présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Cette hausse, elle a quand même été amoindrie grâce au déblocage par l'État de 200 millions d'euros, sans lequel l'abonnement serait passé à 90 €. Il y a aussi le passage à la pompe qui risque d'impacter notre porte-monnaie avec la fin de la ristourne sur le carburant. Oui, que ce soit dans les 238 stations des Yvelines ou partout en France, fini les 10 centimes d'euros par litre de carburant pris en charge par l'État. Mais attention, cette prime est remplacée par une indemnité qui est réservée aux travailleurs les plus modestes. L'indemnité, elle s'élève à 100 €. Alors si vous souhaitez faire la demande, rendez-vous sur le site impôts.gouvernement.fr. Merci Gabriel pour ces nouveautés du mois de janvier de l'année 2023. Une année 2023 avec de grands événements. On aura l'occasion de parler de sport dans un instant avec vous, Mickaël. Alors, l'un des premiers événements de cette année 2023 va se dérouler à partir de demain. Je vous le disais en début d'édition, c'est jusqu'à vendredi même, au centre de Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois en Vallée de Chevreuse. Une trentaine de physiciens et astronomes du monde entier seront présents. Un événement qui est organisé par vous, Sarah Antier-Farfar. Je le rappelle, donc vous êtes yvelinoise, astrophysicienne, astronome également. Juste pour préciser pour nos téléspectateurs, d'où viennent ces scientifiques qui seront présents à partir de demain? Donc ils seront ils viennent de la collaboration Grand Maï, ils sont répartis dans le monde, donc en Asie par exemple, en Ouzbékistan, aussi en Asie centrale, Azerbaïdjan, Géorgie, et puis aussi aux Amériques, États-Unis, Brésil, sans compter sur évidemment l'Europe, donc l'Allemagne, la France, l'Espagne. Donc c'est, on imagine, difficile aussi de tous les réunir au même endroit sur un même créneau. C'est vraiment très difficile, mais on a réussi qu'il y avait un représentant par pays pour venir à ce colloque. Et vous avez parlé de Grande Ma, c'est très intéressant, très important. C'est le réseau de télescopes que vous avez fondé en 2018. Il regroupe 18 pays et 100 membres. On le disait tout à l'heure, vous travaillez sur l'astronomie dite multimessager qui s'intéresse aux phénomènes très violents de notre univers. Et donc ces phénomènes sont détectés grâce au signal lumineux et aux ondes gravitationnelles. Avoir ce réseau de télescopes assez étoffé et présent dans toute la planète, c'est important justement pour ne pas louper de ce qui se passe dans le ciel finalement, les événements de ce qui se passe dans le ciel. Oui, effectivement, en fait, ce sont des phénomènes cataclysmiques, violents, qui en fait interviennent n'importe quand et n'importe où sur la voûte céleste. Et comme on le sait, on n'observe pas le même ciel dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc quand un événement arrive, l'onde lumineuse arrive sur la Terre, il faut pouvoir le détecter très rapidement parce que l'éclat de ce signal diminue dans les heures, voire dans les jours qui viennent. Donc ces phénomènes sont très rares et donc du coup il ne faut pas laisser passer sa chance, et donc d'avoir des télescopes qui observent au sol permet d'être toujours en alerte et de se tenir à l'affût de ces phénomènes violents. Et donc d'observer ces ondes gravitationnelles. La prochaine campagne d'observation aura lieu cette année, au printemps 2023. C'est ça, donc la dernière avait fini en mars 2020, et donc 3 ans après, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, qui ne sont pas des télescopes en fait, sont remis en route, sont déjà remis en route, mais ont été peaufinés pour voir plus loin.
Et ça permet en fait de voir des événements plus loin et d'être plus sensible et de récolter encore davantage un signal plus fort d'ondes gravitationnelles. Donc détecter, on le disait, des phénomènes très violents, parfois même cataclysmiques. En octobre, il y a un sursaut gamma qui n'avait été jamais observé jusqu'alors, qui a pu être détecté grâce à Grandma, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est un sursaut gamma. Donc un sursaut gamma, comme le nom l'indique, c'est des bouffées de photons gamma qu'on n'observe pas depuis le sol, puisque les photons gamma sont arrêtés par l'atmosphère. Et donc c'est un télescope, plusieurs télescopes, même des CubeSat, qui sont d'ailleurs aussi montés à 50 ans en Yvelines, ce qu'on vient de à parler. l'OVSQ, tout à fait. Et bien, ces CubeSat ont été capables aussi de détecter ces bouffées gamma, qui ont envoyé des alertes aux astronomes au sol et qu'on a suivi la contrepartie visible, le signal lumineux optique. Et donc Grandma a fait partie de cette campagne de suivi pour capter l'ensemble de ce qui se passe de ces sursauts gamma. Donc pour le grand public, le sursaut gamma, c'est le témoin d'un jet qui a été mis après la formation d'un nouvel objet compact, un trou noir, qui en fait s'est formé suite à l'implosion d'une étoile très très massive. Et donc ce phénomène a été évoqué dans la presse en octobre. Pourquoi ? Parce qu'il était très proche et c'était le plus lumineux qu'on ait jamais observé depuis l'histoire de l'humanité. Et donc Grandma a observé pendant plus d'1 mois. Alors on part de petits télescopes, de télescopes amateurs, mais il y a aussi ensuite derrière, au bout d'1 mois, des télescopes très très sensibles comme l'ESO par exemple. Parce que vous parlez de télescopes amateurs, ce qu'il est aussi intéressant de dire, c'est que Grandma donc, regroupe des télescopes professionnels, mais aussi des astronomes amateurs en fait, qui se joignent à cet effort, c'est ça ? C'est ça, et qui, comme on l'a montré en octobre, ont pris en fait part à ces observations. Et pour moi, c'est très émouvant de voir ces données scientifiques où s'intercalent des télescopes très très puissants, les plus puissants de la planète, par exemple à Hawaï, ou alors même le James Webb, voilà, qui a été aussi... télescope qui montre des belles images de l'espace. C'est ça. Et donc des données des astronomes amateurs qui ont aussi observé aussi en vallée de Chevreuse, et James Webb ou d'autres télescopes très puissants. Question Gabrielle ? Non, parce que... Alors c'est passionnant, mais j'avoue que je m'y connais pas forcément. Comment vous faites pour justement vulgariser un peu tous ces termes qui sont un peu compliqués pour nous qui connaissons pas On essaie de le suivre depuis tout à l'heure, mais c'est pas forcément simple. Tout ça c'est un peu compliqué, mais en gros toute cette science-là des phénomènes violents, elle vient des restes d'étoiles. Et beaucoup de personnes me demandent mais pourquoi, qu'est-ce qu'on étudie ? On collecte la lumière, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, en fait, c'est au cœur de ces phénomènes violents sont créés des éléments chimiques que l'on côtoie tous. Par exemple, l'événement de 2017 a montré comment était fabriqué l'or. Mais c'est aussi au cœur de ces effondrements d'étoiles massives que, par exemple, on a aussi d'autres éléments chimiques comme le fer ou d'autres éléments lourds. Donc, en fait, ces éléments que l'on connaît sur Terre, en fait, ils sont créés par ces phénomènes extrêmement violents. Et pour moi, c'est un lien, en fait, entre notre quotidien et ces phénomènes qui se sont déroulés il y a beaucoup d'années. Ça permet de mieux comprendre notre univers, son histoire. Ça. On revient au colloque que vous organisez. Du coup, l'objectif, pourquoi réunir tous ces scientifiques ? Quel est l'objectif de ces 4 jours, du coup ? Eh ben, c'est parce que la Terre tourne, donc on ne travaille pas au même fuseau horaire, tout simplement. Et donc d'avoir un échange où on est de façon synchrone en train de travailler, où on peut parler en face à face, permet du brainstorming, permet de vraiment uniformiser toutes nos techniques observationnelles, parce qu'évidemment la diversité c'est un plus, mais encore faut-il la contrôler. Et donc ce workshop en vallée chevreuse permet vraiment de rassembler nos forces et d'être vraiment alignés pour cette campagne d'observation des phénomènes gravitationnels qui va durer 1 an. Il faut vraiment être dans c'est une course de fond en fait, et il faut vraiment... Il faut se préparer, il faut se coordonner. Il faut se coordonner. Du coup, quel est le programme ? C'est de la rencontre en 4 jours ? C'est de la rencontre, c'est aussi des sortes de jeux de rôle pour dire, voilà, s'il se passe tel événement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est aussi, il y a des jeunes femmes ingénieurs qui travaillent à la Défense, qui étudient à la Défense, qui vont venir, qui, elles, ont une expertise plutôt en web développement, en sécurité web, et qui ont participé à ce programme pour
connaître l'astronomie alors qu'elle n'était pas du tout du milieu et qui vont coder pour permettre à la plateforme d'échanger les données. Par exemple, c'est pas l'astrophysicien qui a ces compétences-là. Et pour moi, ça fait tout un écosystème pour vraiment aussi démontrer la science astrophysique moderne de demain et cet écosystème dont on a besoin dans cette révolution multimessager. Voilà. De mettre toutes ces personnes en relation. Et donc cette rencontre, on le disait, va se dérouler à partir de demain au centre de Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois. Merci Sarah Antier-Farfard d'être venue en parler. Je rappelle, astrophysicienne et astronome originaire des Yvelines. Allez, à présent dans le 7-8, on va faire un peu de sport et ça ne va pas faire de mal. J'en ai du mal, j'ai du mal à le dire également. Ça ne va pas faire de mal après les fêtes. Et le sport, c'est bien sûr avec vous, Mickaël Elmidoro. 2023, on l'a dit, sera une année sportive dans le département des Yvelines. On va parler des événements à ne pas manquer sur le territoire cette année, mais on va commencer par les sportifs à suivre en 2023. Oui, et il y aura du beau monde à suivre tout au long de cette année 2023. Je vais commencer par un nom qui va sûrement nous faire rêver dans les prochaines années, celui de Victor Wembanyama, le sportif originaire du Chénet-Rocancourt qui fêtera ce mercredi 4 janvier ses 19 ans, va terminer la saison avec les Metropolitans 92. Il pourrait remporter le championnat de France. Le club est actuellement deuxième de la Betclic Elite, la première division française. Mais Victor Wembanyama pourrait surtout intégrer la NBA lors de la draft 2023 programmée en mai. Le sportif de 2,21 m devrait être numéro 1 de cette draft. Une performance qu'aucun Français n'a jamais réussi. Il pourrait être drafté par les Spurs de San Antonio, le Magic d'Orlando ou les Hornets de Charlotte. Mais rien n'est encore fait. Ouais, il faut dire que chacune de ces sorties est scrutée avec attention de l'autre côté de l'Atlantique par les Américains qui rêvent déjà de Victor Wembanyama. Ils l'ont déjà adopté, mais il est français, il est même des Yvelines. Il reste bien français et yvelinois, ça c'est important de le rappeler. Il y a un navigateur aussi à suivre cette année. Louis Burton, originaire de la Selle-les-Bordes près de Rambouillet, va participer fin octobre 2023 à la Transat Jacques Vabre avec son bateau Bureau Vallée 3. Il aura à cœur de rebondir après une dernière route du Rhum difficile où il avait dû abandonner après quelques jours de course. Il avait une nouvelle fois dématé. Cette fois-ci, il va tenter de tester son bateau afin d'être prêt pour 2024 et le Vendée Globe. Après la mer, la piste, une cycliste dont on attend beaucoup. Elle nous a fait rêver en 2022 et elle va sûrement continuer à nous éblouir en 2023. La nouvelle star française de la piste, Mathilde Gros, qui s'entraîne au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, va tenter de conserver son titre de championne du monde de vitesse acquis l'année dernière. Elle va défendre son titre à Glasgow en Écosse sur le Vélodrome de Sir Chris Hoy. L'événement est programmé du 12 au 16 octobre. Une équipe également à suivre et c'est une équipe de football. Le FC Versailles sera l'équipe yvelinoise à suivre en 2023 après une magnifique année 2022 et une demi-finale de Coupe de France. Les joueurs de la Cité Royale vont encore nous faire vibrer en 2023. Ils sont éliminés de la Coupe de France, mais ils sont actuellement deuxième du championnat de national à un petit point du leader Concarneau. Non avoué par les dirigeants, l'objectif de la montée en Ligue 2 est jouable pour cette année 2023. On espère revivre de belles émotions avec ces Versaillais. C'est en train de se préparer, on l'a dit, du côté du Maroc avec un stage effectué par les footballeurs yvelinois. Pour monter en Ligue 2. On termine par du tennis, côté athlète. Il faudra suivre Caroline Garcia cette année. On n'y croyait plus, mais la native de Saint-Germain-en-Laye a réussi le tour de force de remporter le Masters WTA, une première pour le tennis français depuis Amélie Mauresmo en 2005. Elle a aussi fait une première demi-finale en Grand Chelem à l'US Open et a remporté 4 titres en 2022. Mais en 2023, l'Yvelinoise de 29 ans espère faire mieux et remporter un Grand Chelem. Première étape dès ce mois de janvier avec l'Open d'Australie qui débutera le 16 janvier. Voilà pour les sportifs, mais il y a encore des sportifs. Hein, oui, d'autres Yvelinois seront également à suivre en 2023 très rapidement. Le numéro 1 du tennis français Arthur Reinoknecht, la joueuse de rugby Émilie Boulard qui participera au tournoi des 6 nations et le golfeur versaillais Antoine Rosner qui tentera de remporter de nouveaux titres cette année. Malheureusement, on ne peut pas tous les citer, mais il y en a beaucoup, on l'a compris, des Yvelinois qui brillent. Donc voilà pour les sportifs. J'étais impatient de connaître les grands événements sportifs à présent. Grégory, je vous comprends. Alors pour les fans de cyclisme, le Tour de France 2023
2023 passera par les Yvelines. Le 23 juillet prochain, les coureurs s'élanceront du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour rejoindre les Champs-Élysées à l'occasion de la traditionnelle dernière étape. Le Vélodrome qui sera site olympique pour 2024. Les coureurs passeront également par d'autres communes yvelinoises comme les Clés-sous-Bois, Plaisir, Élancourt ou encore Guyancourt. Mais le tracé reste à préciser. On a l'habitude de dire que les Yvelines sont une terre de cyclisme, mais il y aura d'ailleurs encore le Paris-Nice une nouvelle fois cette année. Exactement, la 81e édition de la course au soleil partira une nouvelle fois des Yvelines le 5 mars prochain. Comme tous les ans depuis 14 ans, des stars du cyclisme sont attendues dans le 78, mais la liste n'est pas encore arrêtée. On connaîtra officiellement ce jeudi 5 janvier le parcours définitif. Il sera présenté à l'hôtel du département à Versailles. Du golf également. L'Open de France de golf reviendra pour une nouvelle édition cette année en 2023. Le plus vieil Open continental se tiendra du 21 au 24 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, moins d'un an avant la tenue des Jeux Olympiques sur ce site qui succédera à l'Italien Guido Migliozzi au palmarès. Réponse en septembre. Pour l'instant, la liste des participants n'est évidemment pas arrêtée, mais il devrait y avoir des têtes d'affiches françaises et notamment le Versaillais Antoine Rosner. Migliozzi, Migliozzi. Le G et le L, on va dire qu'on les fusionne, voilà, pour la prononciation italienne. Française. Mais vous avez le temps encore de vous entraîner pour l'Open de France 2023. Et enfin de la course à pied pour terminer. Le Paris-Versailles sera organisé le 24 septembre 2023. L'événement réunit chaque année plus de 25 000 coureurs. Ces courageux partent de la Tour Eiffel, gravissent la redoutable Côte des Gardes à Meudon et terminent avenue de Paris au pied du château, à environ 17 km. Ce sera la 44e édition entre Paris et la Cité Royale. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement, les places sont très chères. Vous êtes intéressé peut-être, Gabriel, pour le Paris-Versailles? Pour regarder, mais... 17 km, ça va. Oui, ça va. Sarantier-Farfard, peut-être? 17 km pour regarder peut-être aussi. on va partir sur du 10 km. Voilà, on va s'inscrire tous ensemble pour cette année 2023 qui est une année très sportive, on l'a compris. Vous êtes paré, vous, Mickaël? Je suis pareil, pour 2023, je vais être sur tous les événements, ne vous inquiétez pas. Merci pour toutes ces précisions. Il y a quelques jours, TV78 vous proposait une émission consacrée à l'emploi en collaboration avec la start-up de formation au numérique Startac. Après une année 2022 particulière au niveau de l'emploi, comment les entreprises vont-elles recruter en 2023? Regardez cette interview avec 3 dirigeants d'entreprise autour de Nicolas Dandry. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de près de 8% dans les Yvelines en 2022, mais les besoins en recrutement restent toujours importants et mettent parfois les entreprises en difficulté. Alors comment assurer ces recrutements en 2023? Pour en parler en plateau avec nous, Kéra Edrieff, bonjour. Bonjour. Directrice du bureau de Pôle emploi de Rambouillet. Kenjin Jifenjou, dirigeant de RDI Manager. Bonjour Kevin. Bonjour. Nous avons aussi Yann Roland, dirigeant de Xefi, 50 ans en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Mignard, dirigeant d'Axol à Trappes, bonjour. Bonjour. Et donc Virginie Févé, dirigeante de Startac, centre de formation dédié au numérique. Alors première question, je le disais tout à l'heure, les entreprises rencontrent certaines difficultés. Il y a une étude qui est sortie, c'est près de 80% d'entreprises, de dirigeants en tout cas, qui disent que c'est leur principale difficulté dans un contexte qu'on connaît à l'heure actuelle. Il y a les prix de l'énergie qui augmentent, il y a d'autres sujets aussi, des incertitudes liées à la crise sanitaire qui se poursuivent. Et pourtant, c'est les problèmes de recrutement la principale préoccupation. En tant que dirigeant d'entreprise que vous êtes, Yann, Jean-Paul et Kevin, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant vos recrutements? C'est tout à fait ça en fait. C'est une partie intégrante de notre journée, de notre quotidien, de recruter, de chercher en fait sur les plateformes les bons candidats et d'essayer de les attirer et puis aussi après de les fidéliser. Dans notre secteur de l'informatique, le marché est particulièrement tendu et les candidats reçoivent beaucoup de sollicitations. Donc on a besoin de passer du temps sur les plateformes pour essayer de trouver les meilleurs profils. Oui, parce qu'il faut dire que Xefi Saint-Quentin en Yvelines est spécialisé dans la distribution de produits informatiques et assurer aussi les services informatiques. Vous, Jean-Paul Mignard, c'est la distribution d'infrastructures dédiées aux personnes à mobilité réduite. En quoi vous êtes touché par ces difficultés de recrutement? Nos difficultés de recrutement sont principalement sur des postes qui sont moins techniques que ceux de chez Xefi, c'est-à-dire qu'on ne demande pas des capacités et des grandes connaissances techniques, mais les difficultés que nous avons, c'est sur des postes opérationnels type assistant commercial, type livreur, technicien d'atelier, etc., où ce qu'on recherche, c'est plutôt des profils et des états d'esprit de personnes, des personnes qui ont l'envie de s'investir et l'envie de travailler. Les compétences, nous, on les apporte. On est là pour les apporter, pour les amener. Et la difficulté, elle est surtout là.
Vous, Kevin, vous êtes dans le management de l'innovation. Tout à fait. Donc, globalement, c'est une activité numérique. En quoi vous êtes touché par ce sujet? Parce que le numérique, on le sait, hein, c'est un métier en tension. Hein. Oui, effectivement, c'est un métier en tension. Nous sommes touchés par cette réalité au niveau du recrutement. Je rejoins mon confrère des EFI, en ce sens qu'on a l'impression d'avoir une réalité paradoxale. On a besoin de diplômés, de jeunes talentueux, et sur le marché, il y a des jeunes qui en cherchent, mais on n'arrive pas à se matcher ensemble. Pourquoi? J'ai du mal à comprendre, peut-être un besoin de formation, on en discutera tout à l'heure, mais on a vraiment un réel problème de recruter des jeunes dans le domaine du numérique, des développeurs et puis des consultants innovation. C'est du technique, mais on a des talents en France. Il faudrait qu'on arrive à se trouver. On va en parler justement, on parlera bien évidemment, vous l'avez dit, de formation numérique avec Virginie, mais d'abord justement, arriver à matcher, Kéra, je me tourne vers vous, directrice de Pôle emploi de Rambouillet. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu la conjoncture sur le marché de l'emploi? Est-ce qu'elle est inédite aujourd'hui, ce qu'on connaît actuellement? Alors oui, elle est inédite. C'est vrai que la demande d'emploi a baissé de manière significative, vous disiez plus de 8% depuis ce début d'année. Dans le même temps, on a une augmentation très significative également des projets de recrutement, enfin des embauches qui ont augmenté depuis ce début d'année de plus de 17%. Un taux de chômage dans les Yvelines qui est aux alentours des 6%, 6,3%, donc des tensions sur le marché du travail. Et effectivement, un écart entre les compétences disponibles sur le marché du travail et les compétences recherchées par les recruteurs. Et comment on peut répondre à ça, justement? Alors, comment on peut répondre à ça? C'est notre quotidien à Pôle emploi. Notre sujet, c'est bien d'agir sur ces tensions de recrutement. Et nous avons 700 collaborateurs sur les Yvelines et 70 chargés de relations entreprises. Et on renforce encore aujourd'hui nos équipes pour accompagner les projets de recrutement des entreprises et proposer des solutions adaptées à chaque difficulté. Donc on a en fait une stratégie à deux mailles, avec une stratégie impactante sur le marché du travail, avec une orientation d'achat de formation pour pouvoir développer suffisamment de compétences disponibles sur le marché du travail, et également un bouquet de services où là on est en capacité d'aller davantage dans du sur-mesure et accompagner chaque entreprise et proposer une solution adaptée à son projet de recrutement. Et on rentrera dans les détails, mais on vient de voir des images de rugby. Alors je tiens à le préciser, Pôle emploi et le rugby sont liés parce qu'en fait vous avez une initiative innovante de recruter du stade vers l'emploi. L'idée, c'est de faire rencontrer recruteurs et candidats à travers le sport, finalement. Oui. Je me tourne vers les dirigeants, justement. Vous seriez prêt à jouer au rugby avec un futur collaborateur ou pas? Ça dépend de la taille du collaborateur en question, ça dépend de ce qu'on appelle jouer avec, mais en tout cas, oui, ce sont des profils qui nous intéressent beaucoup. D'ailleurs, notre groupe, en fait, Xefi, est très axé vers le sport, pour un santé sport qui est important chez nous, avec des coachs en interne. Donc effectivement, c'est des profils qui nous intéressent. Ouais, recrutés par le sport, Jean-Paul et Kevin? Moi, rugby volontiers, j'irais très volontiers. Ce qui est surtout intéressant, c'est au-delà d'un CV, c'est d'aller découvrir le tempérament et l'envie de la personne. C'est ça qui est le plus important. Et l'esprit d'équipe, parce que c'est vraiment un élément fondamental pour l'intégration dans nos entreprises. On reparlera de ces fameux soft skills, mais d'abord, forcément, les compétences, la formation. Virginie, ça, c'est votre spécialité. Durant la semaine, vous avez accompagné des candidates pour booster justement leur employabilité à travers l'outil numérique. En quoi, aujourd'hui, l'outil numérique est indispensable pour trouver un emploi et même pour les entreprises, essayer de trouver le bon collaborateur? En fait, on les a accompagnés sur un programme chaque jour avec une thématique différente. L'idée, c'était d'apprendre à raconter son histoire, parce qu'on a tous une belle histoire à raconter. Encore faut-il savoir se vendre, et en tout cas bien la raconter. Parfois, on a peu de temps pour convaincre, d'ailleurs. Aussi savoir communiquer sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est une vraie problématique aujourd'hui. On peut ne pas être visible, et donc l'idée c'était de leur montrer qu'on peut vraiment exister, avoir de la visibilité grâce à LinkedIn. On les accompagne également avec des outils comme Canva pour refaire leur CV, habiller un peu leur profil pour que ce soit bien plus marketé, parce qu'en fait c'est vraiment ça, et surtout de leur faire prendre conscience qu'en fait la communication c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il faut se rendre visible des bons employeurs, il faut cibler sa recherche, c'est pas à peine de taper partout et très large, mais en tout cas en ayant les bonnes techniques, ça a fonctionné, parce qu'on parlera du bilan, mais en tout cas on est très content. On peut en parler maintenant?
On peut en parler. Alors du coup, tous ces candidats, en tout cas les candidats qui ont suivi le programme, ont décroché un entretien. Donc cette semaine, donc en 4 jours finalement. Tous ont eu des prises de contact, donc entre 1 et 3 employeurs minimum. On va les suivre pendant 3 semaines encore, hein, donc le problème ne s'arrête pas là. Mais on se rend compte qu'effectivement, elles ont pris conscience que finalement, parfois avec un poste, on pouvait taguer un bon employeur et se rendre visible et attirer l'attention et du coup ouvrir le dialogue. Et donc c'est une autre forme de candidature. Finalement, c'est pas un envoi de CV simple, c'est ouvrir une discussion et montrer qu'on a de l'intérêt et montrer qu'on s'intéresse au sujet, prouver en fait par l'exemplarité que voilà, c'est notre sujet et c'est nous la bonne personne, quoi. Donc effectivement, ça a très bien fonctionné, hein, très content. Alors on entend depuis le début de l'émission, hein, communiquer, matcher, essayer de faire matcher un poste avec un bon collaborateur. Et là, je me tourne vers vous, Kéra, par rapport à Pôle emploi. Comment justement améliorer tout ça et quelles sont les méthodes peut-être innovantes que vous allez mettre en place en 2023 au niveau de Pôle emploi? Alors, c'est poursuivre les opérations du stade vers l'emploi. Vous disiez que vous étiez effectivement en recherche de profils. Des opérations telles que le stade vers l'emploi donnent l'opportunité à un candidat de démontrer des qualités professionnelles, des qualités relationnelles, comme la capacité à travailler en équipe, la capacité à interagir avec des candidats qui sont là, capacité également à respecter des consignes, à faire preuve de persévérance, de se positionner comme un leader. Donc ces opérations permettent effectivement de sortir un peu de cet entretien un peu formel qui peut être anxiogène pour certains candidats. Donc on poursuit ces opérations et puis c'est toute notre ingénierie recrutement que l'on mobilise au quotidien pour les entreprises. Ça peut aller de l'analyse de poste pour accompagner notamment des petites structures dans la qualification de leurs besoins, anticiper sur les problématiques de recrutement en confrontant au marché du travail. Et derrière, c'est toute l'ingénierie autour de comment on va pouvoir proposer des solutions pour adapter des candidats à des besoins, à vos profils de poste. Et également, notre offre de service s'est enrichie depuis le mois de septembre avec une ingénierie formation pour accompagner et aider les entreprises TPE, PME qui rencontrent des difficultés de recrutement pour construire un parcours de formation, un parcours d'adaptation. Et donc, ce sont toutes ces solutions qui vont permettre d'agir sur les tensions de recrutement. Après, il y a une condition de réussite, c'est l'anticipation. Plus vite on mobilise nos services et plus vite, effectivement, on est en capacité de poser un diagnostic, de projeter sur des solutions et mobiliser notre réseau pour vous accompagner. Alors justement, puisque vous avez des dirigeants, quand vous entendez les propos de Kéra, comment vous réagissez? Est-ce que vous connaissez ces solutions, ces différentes initiatives de Pôle emploi en tant que dirigeant et dans le besoin de nouveaux collaborateurs? En ce qui me concerne, j'en connais quelques-unes, mais je ne connais pas l'étendue de tous les programmes, parce que mon métier, c'est peut-être un métier de recruteur à plein temps, donc je suis avant tout dirigeant d'une entreprise de 40 personnes, donc voilà, il y a des activités quotidiennes qui sont importantes. En tout cas, moi, mon organisation, c'est d'être quasiment en recrutement permanent, en fait, hein. Même si on n'a pas un poste ouvert, en tout cas, on a des annonces qui passent, et dès qu'on voit effectivement un profil qui nous intéresse, c'est tout de suite essayer de mettre en place, de le contacter, et puis éventuellement faire du recrutement. Donc j'écoutais ce que vous disiez avec attention, et c'est vrai que c'est extrêmement important quand on a un candidat, quand on reçoit beaucoup de CV, parfois sur des annonces on reçoit beaucoup de CV, mais des CV qui ne correspondent pas forcément à nos besoins. Si on a effectivement un candidat qui va démontrer l'intérêt pour vous, pour votre activité, votre métier, effectivement là ça fait la différence. Et même on va dire s'il ne coche pas tout à fait toutes les cases, en fait l'intérêt va faire que voilà, il va remonter, on va dire, sur le haut en fait de la pile, et en tout cas, on va pouvoir engager cette interaction. Et effectivement, pour nous, c'est super en fait, hein, parce que trouver une candidature à travers des CV parfois qu'on reçoit, c'est extrêmement compliqué. On a parfois peu de temps pour les analyser, et parfois, voilà, on passe à côté d'excellents candidats. Kevin, Jean-Paul, c'est une réalité que vous connaissez. Vous n'avez pas le temps de finalement vous engager pleinement dans... Complètement. Alors, moi, je ne gère pas directement parce que j'ai collaboratrices qui interviennent dessus. On est 18 personnes aujourd'hui. Et le retour que j'ai, et je vois passer de temps en temps, effectivement, c'est qu'on a 95% de CV qu'on reçoit, mais qui ne sont absolument pas adaptés, avec des CV ou des lettres de motivation qui sont passe-partout et qui correspondent effectivement à tout le monde. Et je m'aperçois que les déclics que l'on peut avoir, c'est simplement sur une phrase, sur un mot, sur quelque chose qui dit tiens, ça effectivement, ça me correspond. Et je dirais que toute l'attention que peut avoir un candidat, et le dernier recrutement qu'on a eu, c'est une personne qui est arrivée à l'entretien, qui avait passé du temps sur notre site internet, qui connaissait les produits presque aussi bien que nous, et qui avait vraiment préparé son entretien, et qui avait vraiment envie de venir. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est manifester l'envie.
Et quand on manifeste cette envie en face d'un recruteur, il y a plus de 50% du chemin qui est fait, quoi, clairement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous, dans notre essence, puisqu'on travaille et on intervient dans le monde du handicap, on essaye aussi, dans nos recrutements, également de faire du recrutement inclusif et en local, sur Trappes, sur Elancourt, sur la Verrière, etc. Et donc des personnes qui sont éloignées de l'emploi et sur le quartier. Et là, notre grosse difficulté, j'ai envie d'en faire plus, la grande difficulté, c'est d'arriver à les identifier, les trouver. Et on ne peut pas passer un temps fou à solliciter toutes les structures, les associations, etc. Et mon rêve, ça serait d'avoir demain une sorte de guichet unique dans lequel on dit, voilà, on a ce besoin-là, et une personne qui derrière dit, en fonction de profil, on va aller solliciter tel endroit, telle ou telle personne. Alors, et nous faire gagner énormément de temps et d'efficacité, pour nous, mais pour les candidats aussi. Alors, ces solutions, elles existent, les conseillers en évolution professionnelle, donc qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Vous avez par exemple à Trappes, l'agence, le Pôle emploi avec lequel vous êtes en relation, une équipe dédiée pour l'accompagnement des personnes qui relèvent des quartiers prioritaires de la ville, également des équipes qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est pour une politique effectivement de recrutement inclusive, les interlocuteurs des équipes dédiées qui accompagnent ces populations les plus éloignées ou en fragilité en tout cas, pour qui on se mobilise et on mobilise notre offre de service. Vous pouvez aussi être en relation avec ces équipes-là. Et on peut organiser des sessions de recrutement. Chaque agence a également ouvre ses portes aux entreprises pour les accueillir, vous offrir cette tribune-là, de communiquer autour de votre entreprise, votre marque employeur, vos projets, vos besoins de recrutement, et puis rencontrer des candidats également. Donc les sessions de recrutement, c'est notre quotidien. Donc chaque agence est un lieu d'opportunité de service. Donc ces opportunités, c'est aussi cette opportunité de rencontrer des candidats. On nous ouvre les portes pour le faire savoir. Oui, avec plaisir. On est là pour ça. Alors Kevin, oui. On en a fait de bonnes collaborations avec le Pôle emploi de Trappes pour des AFPR. Des AFPR, oui. Voilà, et qui a plutôt très bien fonctionné, ces collaborations. Après, je note 2 points, tout en étant en accord avec mes confrères, je note 2 points sur ce que Virginie et Chiara ont dit. D'un côté, il y a l'innovation, une approche innovante des processus de recrutement que vous avez. Ça, c'est très important. On s'adapte au marché du travail, bien sûr. Une approche, les profils classiques, oui, mais on veut des candidats qui apportent quelque chose en plus, qui ont une vision, qui ont quelque chose d'original qui va vraiment faire le déclic, parce que les profils, on en a plusieurs, en plus des profils qui ne correspondent pas, ça passe toujours. Le deuxième point, c'est au niveau de la communication et l'outil numérique. Les candidats, certains candidats de plus en plus, ils contactent des recruteurs directement, ils présentent leur profil, ce qu'ils font, ce qu'ils aimeraient faire et le lien avec ce que nous on fait. Et ça touche, c'est déjà le candidat, le profil va bien parce qu'il a étudié et en plus il vous contacte spontanément et ça interpelle, ça crée la discussion, même si parfois on n'a pas une solution tout de suite, des questions, des problématiques à mettre des stagiaires ou des jeunes, on en a toujours. On peut discuter ensemble et voir ce qu'on peut faire. On n'a jamais été aussi proche. Avec LinkedIn, la proximité entre un patron et finalement un candidat n'a jamais été aussi intéressante. C'est-à-dire qu'on peut directement, c'est plus les process mail comme avant, on peut directement les toucher, directement se rendre visible. C'est une stratégie marketing qu'il faut mettre en place et chacun doit le faire parce que finalement ça fait partie du jeu, je pense, aujourd'hui pour pouvoir trouver le job de ses rêves, parce que trouver un emploi c'est une chose et puis on le sait, pour qu'un candidat, je prends ma casquette d'employeur, mais pour qu'un candidat perdure et finalement qu'il puisse évoluer par la suite, il faut qu'il aime ce qu'il fait, son quotidien, c'est-à-dire qu'il soit passionné pour que ça ne devienne pas finalement juste un travail, mais qu'il prenne plaisir, parce qu'en plus on est dans des métiers, je pense à l'informatique, mais toujours en évolution, donc on doit monter en compétences en permanence. On pourra en parler de la montée en compétences, mais du coup, pour pouvoir monter en compétences naturellement, il faut aimer ce qu'on fait, parce que sinon c'est compliqué, ça devient une démarche de plus en plus compliquée et avec le temps qui s'alourdit. Donc, je pense que ça... On est entièrement d'accord. Et s'il y a une chose qu'on peut dire aux candidats, on en a quelques-uns qui vont arriver, c'est que les recruteurs responsables répondent toujours quand ils sont sollicités spontanément et proprement. Alors exactement. Il n'y a pas de raison de ne pas répondre à des candidats motivés, dynamiques et puis bienveillants.
Kira, vous voulez dire un mot ? Oui, vous parliez effectivement d'accessibilité, de liens, des réseaux sociaux qui favorisent cette proximité. Il y a un levier également, un outil qui peut permettre d'entretenir cette proximité, c'est l'immersion professionnelle. Et cette immersion, ça permet, dans un cadre juridique sûr, une convention de stage qui est signée avec le Pôle emploi, d'accueillir un demandeur d'emploi dans le cadre d'une découverte des métiers pour initier un projet de recrutement, une embauche. Et donc, ouvrir aussi les portes de l'entreprise à de potentiels candidats, mais ça permet effectivement peut-être d'accompagner des transitions professionnelles et peut-être de récupérer ensuite la compétence à l'issue peut-être d'un parcours de formation, mais également de détecter des potentiels. Et donc ça, c'est aussi un service qui est à votre main, qui est à votre disposition. Et accueillir de manière régulière des candidats, c'est aussi mettre en visibilité votre entreprise, vos besoins, vos projets, communiquer sur votre marque employeur et permettre à des candidats de se projeter dans du réel. Allez, on va conclure ce premier plateau. Tout simplement, comment recruter en 2023 ? Comment vous allez assurer ces recrutements ? Et est-ce que vous pouvez déjà partager peut-être des postes sur lesquels vous recrutez à l'heure actuelle ? Alors, des postes, on en a quelques-uns en cours, des administrateurs systèmes et réseaux, des commerciaux, des postes aussi support, tels que comptable, assistante commerciale. Donc ça, c'est les postes qui sont disponibles aujourd'hui. Dans le groupe, c'est 150 postes ouverts aujourd'hui, partout en France. Mais voilà, nous, on en a une dizaine dans les Yvelines. Pour rappeler, Coignères et Versailles. Versailles, Boulogne-Billancourt, voilà. Et j'en oublie une autre, et Saint-Cloud, voilà, c'est la dernière en date. Alors comment recruter en 2023 La thématique... Je ne suis pas sûr d'avoir toujours les bonnes recettes, mais en tout cas, qu'est-ce que je fais au quotidien ? C'est effectivement, on les annonce, on a les candidatures, et c'est tous les jours, c'est quotidiennement, regarder toutes les candidatures qui arrivent, parce que dans ces candidatures-là, il y a peut-être notre future pépite, donc ça c'est un premier point, et même si on n'a pas prévu de recruter immédiatement, parfois on recrute, on va dire un petit peu plus, parce qu'on sait qu'on en aura besoin dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Et puis c'est aussi, comme disait madame, en fait c'est d'accueillir. On est une entreprise qui est très accueillante, donc nous on prend beaucoup de stagiaires dès la 4e. Pourquoi ? Et on fait découvrir l'entreprise, on fait découvrir notre métier, parce que parfois ça crée des vocations. Et donc c'est effectivement ce que vous disiez, c'est qu'en accueillant des stagiaires dès la 4e, et puis jusqu'au bac plus 5, et puis parfois en reconversion également, ça permet de montrer l'entreprise, ça permet de montrer nos métiers, et puis encore une fois, parfois de déclencher quelques belles réussites et quelques recrutements. On a un collaborateur, on a fêté ses 20 ans il y a quelques semaines, là. Il est arrivé chez nous par un stage, il y a 20 ans, en reconversion. Comme quoi, un exemple de l'immersion professionnelle. Exactement, du stage. Tout à fait. Jean-Paul. Oui, dans la même logique, on est adepte depuis très nombreuses années de l'alternance, et donc on a certains alternants qui finalement, au bout de leur stage, sont restés et donc sont devenus des collaborateurs. Recrutement, c'est en fonction de l'évolution de l'activité et effectivement de nos besoins. Et puis actuellement, on est effectivement là, on vient d'effectuer un recrutement avec une personne en assistante commerciale qui démarre le 2 janvier, et on a en ce moment un recrutement également ouvert pour un poste de technicien d'atelier, de fabrication, donc sur Trappes. Kevin ? Alors nous, pour 2023, on recrute côté Eureka des consultants innovation, et avec RDM Nadio, on recrute des développeurs web. On est vraiment en recherche, et alors la stratégie, on n'a pas été très bon en 2022, mais je pense qu'avec l'expérience, les collaborations avec les partenaires territoriaux, le Pôle emploi, Sky Emploi aussi. 50 ans en Yvelines, oui. 50 ans en Yvelines, voilà. Ça marche plutôt bien. Au Big Two, avec Sky Emploi, on a recruté notre dernière collaboratrice, et ça s'est plutôt bien passé. Et avec Pôle emploi, c'est des trucs qui ont marché. Voilà, l'idée pour nous, c'est d'aller vraiment soit vers nos partenaires, soit directement dans le berceau, dans les écoles, pas des stages ou l'alternance. Juste pour préciser, le Big Tour, c'est un événement qui est organisé par BPI France en collaboration avec 50 ans en Yvelines, qui s'est tenu au Vélodrome National. Je crois que c'était en septembre dernier, le 20 septembre dernier. Et justement, ils organisaient l'événement phare de 50 ans en Yvelines, le En Piste pour l'emploi, le gros job dating organisé par 50 ans en Yvelines. Virginie, votre avis sur comment recruter en 2023 ? Alors je sais que vous, c'est plus différent, vous avez une position différente de formatrice. Donc,
En fait, justement, on en parlait parce qu'effectivement, on accompagne aussi notamment Axel dans la communication numérique. En fait, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que dans les annonces, on ne peut pas toujours véhiculer des choses des éléments hyper essentiels pour des candidats, qui est l'histoire de l'entreprise, ses valeurs, ses engagements. Et moi, je recommande à tous les dirigeants d'incarner leur entreprise sur les réseaux sociaux aussi et de transmettre ça à travers leur histoire, à travers leur parcours, à travers leurs anecdotes et du moins... en tout cas, de ne pas rester sur des annonces très froides et travailler cette marque employeur à travers les émotions, parce que derrière, il y a des humains et en fait, on rejoint un patron. C'est pas pour rien le thème de l'émission. Je partage son avis parce que quand je parlais d'envie des candidats d'entrer dans l'entreprise, il faut aussi leur donner envie. Et ça, c'est essentiel. Et j'ai découvert par Virginie, parce que c'est très récent, ça a monté une dizaine de jours où effectivement on a travaillé ensemble sur notre communication numérique, notre positionnement LinkedIn, etc. Et en incarnant et en faisant les choses de façon beaucoup plus personnelle de la part du dirigeant, moi j'ai découvert par exemple avec grande surprise que mes posts qui aujourd'hui faisaient 200, 300 vues, un post bien travaillé ensemble et à près de 6000 vues. Du jour au lendemain. Donc, ça fonctionne. Donc, alors, je n'ai pas encore le candidat avec ça, mais ça va venir. Le recrutement en 2023 peuvent passer donc, plus sur les réseaux sociaux. Pour conclure, Kéra, Pôle emploi, du coup, les actions vont se poursuivre en 2023. Alors, les actions vont poursuivre en 2023, elles vont s'intensifier avec la mise en place de mes événements emploi. Donc, chaque Pôle emploi organisera avec votre concours des sessions de recrutement pour favoriser cette intermédiation. C'est également l'accès à la formation pour développer les compétences des candidats. C'est également des semaines dédiées thématiques pour mettre en visibilité aussi des secteurs qui recrutent. Et donc, la semaine du numérique, on va démarrer en janvier par cette semaine du numérique avec cette ambition, cet objectif de mettre en visibilité les opportunités du secteur. Et donc, on a besoin de vous pour parler de vos recrutements, de vos entreprises, de votre marque employeur et puis susciter des vocations. Merci à vous d'être venus sur ce plateau pour parler justement des évolutions et puis de cette conjoncture qui s'annonce au niveau de l'emploi en 2023. Yann Rolland, dirigeant de Xefis 50 ans en Yvelines, Jean-Paul Mignard, dirigeant d'Axol, Kevin Jifenjou, Eureka et RDI Manager, et puis Kéra Edrieff, directrice du bureau Pôle emploi de Rambouillet. Et demain, dans le 7-8, nous parlerons des perspectives économiques pour cette nouvelle année 2023. Avant de refermer cette édition, un nouveau coup d'œil par la météo. Et après la douceur de ce week-end nouvel an, retour à des températures plus normales demain. Le ciel sera nuageux le matin avec quelques éclaircies. Il fera 6 degrés à Rambouillet, Versailles et Houdan, 5 degrés à Mantes-la-Jolie. Des conditions similaires l'après-midi avec un thermomètre qui grimpe légèrement. Comptez 10 degrés dans le nord et le centre du département. Il devrait faire 9 degrés à Rambouillet. Ce mardi 3 janvier, nous fêterons les Genevièves. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité une nouvelle fois. Très bonne année 2023 au nom de toute l'équipe de TV78. Très belle soirée à tous.